Bonjour à tous, merci pour cette introduction Anne-Claire. Je vais effectivement vous parler de prochaine génération d'architecture Big Data, donc vous allez me dire on n'a déjà pas posé la première, qu'on est en train de préparer la suivante. C'est le cas. C'est le cas avec ces technologies qui sont relativement jeunes et qui évoluent à une vitesse incroyable. Je pense que si vous êtes là, c'est que vous connaissez un petit peu le sujet, en tout cas vous êtes intéressé par Big Data. Tout le monde y va un petit peu de sa définition sur Big Data. Ça n'est pas ma définition, c'est en tout cas la meilleure que j'ai trouvée. C'est tout attribut qui défie les contraintes d'une capacité, d'un système ou d'un besoin métier. Alors, un attribut, c'est le volume, on en parle souvent quand on parle de Big Data. C'est la vitesse, celui-là on en parle moins. Alors la vitesse, c'est pas forcément le temps réel, tel qu'on peut l'envisager dans certains secteurs, notamment la banque d'investissement, mais c'est le rythme du métier. Ce qui dit que entre le moment où on collecte de la donnée et le moment où on restitue l'information, bah, ce temps-là, cet laps-là tend à devenir de plus en plus court. Bon, c'est la variété des sources, ça je pense que vous en avez également entendu parler. En tout état de cause, c'est quelque chose qui challenge nos savoir-faire et qui nous emmène au-delà de ce qu'on sait traditionnellement faire. C'est à mon sens la meilleure définition sur Big Data. On pourra en discuter off si vous n'êtes pas d'accord ou si vous pensez qu'on peut itérer dessus. En tout état de cause, ça nous emmène vers plus, ça c'est sûr. Plus de volume à travers les historiques de plus en plus grands qu'on conserve et qu'on commence à vouloir valoriser. C'est-à-dire qu'on se dit, tiens, j'ai plein de données, si je les mettais en ligne, si je commençais à faire des traitements dessus. Plus vite, c'est-à-dire que le métier nous dit, ok, entre le moment où j'ai collecté cette information-là et le moment où je veux la donnée, et le moment où je veux l'information, bah, la semaine où J+1, ça ne me va plus, il faut descendre à l'heure, au quart d'heure ou à la minute. Plus complexe, ça c'est très vrai dans l'univers Big Data où en fait on voit une complexité dans les analyses et dans les modèles mathématiques qu'on est capable de positionner sur la donnée qu'on stocke. Plus varié et variable. Alors plus varié en termes de sources, diversité des sources. Je pense que tout le monde dans vos DSI vous dit tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les réseaux sociaux? C'est une source. Je pense qu'il y en a d'autres. Et variable aussi dans le temps, c'est-à-dire que ce dont on se rend compte, c'est que commencer à travailler sur des profondeurs historiques importantes, c'est en soi un sujet parce que la structure même de la donnée varie dans le temps. Et par exemple, un client ou un contrat tel que vous le définissiez il y a 5 ans, bah, il a des attributs qui n'étaient pas là et qui sont là aujourd'hui. Je fais une aparté de 30 secondes parce que vous allez me dire ok, Big Data c'est plus 2, plus 2, plus 2, c'est bien sympa. C'est aussi des opportunités et c'est un minimum au croisement de 3 opportunités. Déjà technologiques, c'est-à-dire qu'on a les technologies pour stocker et analyser ces données et les attributs de ces données qui dépassent nos savoir-faire. C'est des opportunités économiques parce qu'on a des technologies, les architectures qui nous permettent de le faire à des coûts raisonnables par rapport aux architectures classiques. Ça, c'est important. Et c'est aussi des opportunités métiers. On se demande souvent ce qu'on peut faire. Moi, je le prends dans l'autre sens, c'est la possibilité de créer le besoin. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui dans vos DSI et dans vos stocks de données, quels qu'ils soient, des données que d'autres n'ont pas. Les telcos ont des données que Google n'a pas. Des assurances ont des données que les autres n'ont pas, les constructeurs automobiles ont des données que les autres n'ont pas, et vous êtes capable de créer des business models en fait sur ces données-là. Donc ne vous dites pas juste Big Data c'est plus 2, dites-vous aussi Big Data c'est le moyen de faire autre chose. Fin de l'aparté. C'est également une implémentation de référence qui aujourd'hui s'impose et ça se voit au travers de la consolidation des différents acteurs dans le monde de la data, soit de la BI traditionnelle, soit des nouveaux acteurs qui ont émergé récemment. C'est une implémentation de référence qui s'appelle Hadoop. Et pour faire simple, en première approximation, Hadoop, c'est 2 éléments essentiels. Le premier, c'est un file system distribué qu'on appelle HDFS. Alors, il faut imaginer que c'est presque la même chose que le Windows qui tourne sur votre laptop. Sauf qu'il ne tourne pas sur votre laptop, il tourne sur un cluster de machines, donc il faut imaginer 10, 20, 50 000 nœuds qui stockent de la donnée. Ce qui est important de garder en mémoire pour le reste de cette présentation, c'est que le fichier, quand il va être stocké sur ce cluster, en fait, il va être séparé en blocs, qui sont des blocs plus unitaires. Et pour faire simple, en première approximation, imaginez un fichier de 100 mégas ou de 100 gigas.
stocké sur 10 machines, bah, ça fera 10 blocs j'ai dit quoi, 10 gigas, donc 10 blocs de 1 giga qui sont stockés sur chacune des 10 machines. Donc gardez en tête cette notion de bloc, elle est importante. Deuxième élément fondamental, c'est la couche de traitement sur ces données. C'est-à-dire que, ok, j'ai stocké des fichiers, j'ai de la donnée brute. Qu'est-ce que j'en fais? Comment je la traite? Je la traite avec MapReduce. MapReduce, c'est un framework qui permet de distribuer des traitements qui a, en première approximation, encore une fois, deux phases. Une phase de map, qui va être distribuée sur le cluster et qui va travailler sur les blocs, les fameux blocs dont je parlais à l'instant. Donc imaginez que votre fichier, il y a 10 blocs, bah, vous aurez 10 tâches de map. Et qui, dans une deuxième partie, va faire ce qu'on appelle le reduce, donc la synthèse des synthèses, et qui va réduire en fait les sorties de map. Ce qui est important dans MapReduce, c'est que ça travaille sur les blocs, donc des morceaux de fichiers, et que ça va colocaliser les traitements avec la donnée. C'est-à-dire que c'est plus la donnée qui va être ramenée dans l'espace applicatif pour traitement, c'est le traitement qui va être poussé au plus proche de la donnée, et qui va travailler sur ces fameuses notions de blocs. Ça pose quelques défis. Le premier des défis, c'est MapReduce. Ça commence bien. MapReduce est un framework, et qui dit framework dit implémenter un cas d'usage avec MapReduce, ça nécessite de rentrer dans ce framework. Donc c'est structurant en termes de développement. Ça va vous imposer une conception particulière de l'implémentation de votre cas d'usage. À titre d'exemple, faire des jointures en MapReduce, la chose qui est assez naturelle et assez facile en SQL, c'est en soi un petit sujet, ça demande de se poser quelques instants. C'est structurant en termes d'architecture et notamment en termes d'ordonnancement du traitement. Il y a, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un process particulier qui s'appelle le job tracker, qui a comme unique rôle d'ordonnancer les traitements et de distribuer les traitements dans le cluster. Et cette distribution, globalement, en première approximation encore une fois, elle se fait sur la localisation des blocs. C'est-à-dire qu'il va chercher systématiquement à envoyer le traitement au plus proche du bloc. Et au final, ça fait une couche de traitement qui n'est pas forcément adaptée à tous les cas d'usage. Vous pouvez avoir besoin de parcourir des graphes, vous pouvez ne pas avoir besoin de la phase de reduce, vous pouvez avoir besoin de plus de couches de traitement parce que vos traitements sont plus CPU intensifs et vous pouvez avoir besoin de moins de colocalisation. Donc finalement, MapReduce, il manque de généricité et il est assez structurant. Deuxième défi au niveau Hadoop, c'est que c'est une architecture qui ne répond pas forcément déjà à tous les enjeux actuels et à certains nouveaux enjeux qui sont en train d'arriver autour de tout ce qui est machine-to-machine et Internet des objets. C'est un système qui reste complexe à intégrer. En fait, quand on commence à travailler avec Hadoop et qu'on commence à le mettre dans un système d'information, on commence à se poser la problématique de comment je déplace ma donnée d'un silo à un autre. Et finalement, on reste dans une problématique, je vais le dire comme ça, mais d'ETL, c'est-à-dire où je vais extraire la donnée d'un silo pour la ramener dans Hadoop, pour faire des traitements, pour la remettre dans un énième silo. Première complexité. Deuxième complexité, on reste dans un mode de traitement qui est batch. Donc on n'est pas du tout sur des temps de réponse qui sont de l'interactif ou avec lequel un humain va rester derrière son écran pour attendre un traitement. On est sur des temps de traitement qui sont au-delà minimum au-delà de la minute, pour moi, et voire même bien au-delà. Et l'architecture même, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pas forcément compatible avec certains cas d'usage, notamment autour de l'Internet des objets, qui vont générer énormément d'informations et où les enjeux sont des enjeux de collecte et de traitement temps rapide. Alors, théorie de l'évolution oblige. Hadoop s'adapte. On verra s'il survit, mais en tout cas, pour l'instant, il s'adapte. Il s'adapte de différentes manières. Il y a énormément d'évolutions. Il y a, à mon sens, 3 transformations majeures dans l'écosystème Hadoop. Le premier, c'est ce qu'on appelle Yarn, qui est une refonte, une réarchitecture du fameux ordonnanceur dont je parlais tout à l'heure. La volonté derrière, c'est de s'ouvrir à d'autres types de traitements que uniquement les traitements de type MapReduce. Donc avec Yarn, vous serez capable, sur votre file system, de déployer des traitements de type MapReduce, mais vous serez également capable de déployer des traitements de type MasterWorker, des traitements de graphes, voire des traitements de type SQL. Donc en fait, Yarn, c'est la clé
à l'ouverture vers autre chose que MapReduce, à faire en sorte qu'Hadoop soit capable de s'intégrer et de s'ouvrir plus facilement au reste du monde. Deuxième transformation majeure, c'est faciliter et diversifier l'accès à la donnée. On l'a évoqué rapidement tout à l'heure, utiliser MapReduce et rentrer dans le framework MapReduce, c'est quelquefois complexe. Du coup, la question, c'est comment je fais en sorte que ma donnée soit plus facilement accessible. Et quand on regarde l'accessibilité à la donnée, il y a plusieurs axes. Un premier axe, en fait, c'est le temps de réponse quand j'interagis avec la donnée. En combien de temps j'ai ma réponse quand j'interagis avec la donnée? Donc c'est en général lié à la volumétrie. Mais on peut essayer de le décomposer selon 4 zones, enfin 3 en fait. Celle de droite qui est le monde du batch et du non interactif, donc le traitement au-delà de la minute. Donc j'envoie un traitement, je vais prendre un café et puis je récupère une réponse. Donc c'est ce monde-là. Il y a le monde de l'interactif, où là j'ai des temps de réponse en dessous de la minute, donc je suis capable d'attendre concrètement une réponse devant mon PC. Et puis il y a l'univers du temps réel, où là il faut prendre des décisions en dessous de la seconde, ou dans la dizaine de secondes. Donc ça c'est un axe, en combien de temps j'ai ma réponse. Le deuxième axe, c'est comment j'interagis avec ma donnée. Et en fait, le meilleur moyen qu'on connaisse aujourd'hui pour interagir avec de la donnée, en général, je mets de côté certains ici, c'est SQL. Et SQL, il est quand même, il a pas loin de 30 ou 40 ans d'histoire. Et il est adapté pour sélectionner, filtrer et réaliser des jointures. Donc filtrer des tables entre elles. Et en fait, ce qu'on observe dans l'univers Hadoop, c'est un ensemble d'initiatives qui visent à rajouter une couche SQL sur HDFS. Alors il y a une couche SQL qui est historique, hein, c'est celle qui s'appelle historique. Celle qui s'appelle Hive, qui a en fait été implémentée par un des grands acteurs du web. Alors, je ne sais plus si c'est Facebook ou Twitter, mais peu importe. Mais qui facilite en fait l'utilisation de Hadoop à travers une couche SQL. Donc vous allez écrire dans un langage qui ressemble à SQL, ça va vous générer un traitement MapReduce, donc ça prend un peu de temps, et ce traitement va être exécuté sur le cluster Hadoop. Ce qui est certain avec Hive, c'est que finalement, au-delà de sa faible compatibilité avec la norme SQL, on reste dans l'univers du batch et du non interactif, c'est-à-dire que vous êtes clairement dans des traitements qui vont dépasser la minute, voire quelques heures. Mais c'était déjà un premier pas pour faciliter l'accès. Autre initiative qui est poussée par Hortonworks, qui s'appelle Stinger, qui en fait est reparti de l'architecture Hive et a cherché à l'enrichir sur deux axes. L'axe de performance, donc un des sujets c'est sortir de cette fameuse génération de MapReduce, donc de revoir la façon dont le SQL s'exécute sur le cluster, et qui a enrichi la compatibilité avec SQL. Donc finalement, qui s'adapte au langage que parlent les développeurs, qui est SQL. Qui s'adapte également à l'écosystème, à l'ensemble des assets en passe dans les SI qui sont principalement basés sur SQL. Autre initiative, Cloudera qui pousse Impala, qui lui est reparti from scratch d'une autre architecture et qui contourne complètement MapReduce, donc qui voit vraiment HDFS comme un file system et qui a développé son moteur SQL dessus. Qui a un avantage, c'est qu'il va plus loin dans sa compatibilité avec SQL, donc en termes de migration, de réutilisation des outils de reporting, enfin tout ce que vous connaissez, l'intégration sera plus facile. Alors en fait, la limitation principale de ces deux initiatives, c'est au-delà de leur jeunesse, parce que ça c'est une question de temps et ça va mûrir, c'est qu'aujourd'hui dans leur architecture, c'est des solutions qui privilégient la mémoire. Donc globalement, en fait, leur principale limite, c'est, en privilégiant la mémoire, c'est le volume de données que vous serez capable de traiter via ces solutions-là. En fait, ça fait sens notamment quand on parle de jointure, puisque un des sujets quand on parle de jointure, c'est croiser de la donnée, et dans des environnements distribués, ça veut dire redistribuer la donnée dans le cluster pour être capable de créer cette jointure sur un seul nœud physique. Troisième et dernière initiative sur le sujet, c'est une techno qui s'appelle Hawk,
et qui est intéressante parce qu'en fait, c'est le portage d'un moteur SQL MPP, donc MPP pour Massif Parallel Database. Donc le moteur SQL, donc le moteur SQL, il y a trois grandes parties. Il y a une partie qui transforme le SQL en un plan d'exécution, il y a une partie qui exécute le plan d'exécution, et il y a une partie qui optimise justement cette exécution de jointure. En fait, ce moteur SQL-là, il a été porté directement sur HDFS. Et là, clairement, de par notamment l'histoire de ce moteur SQL-là, on se retrouve dans une capacité d'intégration et d'interaction avec le HDFS qui est beaucoup plus riche que ce qu'on peut trouver, à la fois en termes de temps de réponse, puisqu'on se retrouve dans des temps de réponse qui vont du interactif au batch, à la compatibilité avec SQL et du coup la capacité à intégrer un existant SQL sur ces technologies-là. Troisième transformation majeure, et là je vais vous emmener un petit peu plus loin et je vais vous projeter à mon sens dans le monde du machine-to-machine. En fait, c'est de voir HDFS comme un substrat sur lequel on va être capable de stocker de la donnée et sur lequel on va être capable de greffer différentes couches de processing, différentes couches de traitement, suivant les enjeux d'architecture qu'on a à traiter. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que, alors si on se projette un petit peu dans des use cases de type machine-to-machine, parce que tous les cas d'usage n'ont pas ces contraintes-là, mais dans ces use cases-là, on a des enjeux qui sont des enjeux de collecte. Vous avez énormément de capteurs qui envoient énormément d'informations très rapidement. Donc ça, c'est un enjeu de collecte et de débit en écriture. Vous avez des enjeux de traitement temps réel, et du coup, vous allez privilégier la mémoire. Et vous allez tomber sur des technologies qui existent et qui sont très utilisées dans le monde de la finance d'investissement, un peu dans les telcos, mais de in-memory data grid, qui ont ces capacités à absorber des gros débits en écriture, et qui ont aussi des capacités de persistance, alors, qui vont arriver en tout cas sur HDFS. Donc vous pouvez imaginer des technologies de type in-memory data grid qui absorbent les données, réalisent une partie des traitements en temps réel, et persistent la donnée sur HDFS. Une fois que cette donnée est persistée sur HDFS, vous pouvez utiliser d'autres types de traitements, d'autres couches de traitement, de type MapReduce. Vous pouvez déclencher vos algorithmes d'analyse, d'extraction, de transformation, voire même vos algorithmes de machine learning, pour prendre cette donnée et la transformer et la persister à nouveau sur HDFS. Et sur des sujets restitution, donc accès à la donnée, finalement, on n'a pas fait mieux que SQL en termes de capacité à filtrer, à rechercher de la donnée. Et là, vous pouvez retrouver des services qui proposent une API SQL. Donc vous arrivez en fait à des architectures où HDFS devient ce file system qui est le réceptacle à toutes les données et où finalement dessus j'utilise ou pas une couche de traitement différente suivant ce dont j'ai besoin. Donc pour conclure, 3 transformations majeures à l'écosystème d'Hadoop. L'élément clé, c'est l'ouverture de l'orchestrateur, de l'ordonnanceur Hadoop pour sortir un petit peu de MapReduce et ouvrir vers d'autres types d'applications et d'autres types de traitements. Le deuxième, c'est faciliter et diversifier l'accès à la donnée à travers SQL, qu'on maîtrise et qui est déjà déployé dans nos systèmes d'information. Et le troisième, qui est un petit peu plus long terme et qui nous emmène sur d'autres cas d'usage, je pense, c'est finalement voir HDFS comme un file system sur lequel on intègre différentes couches de traitement. Et la finalité, alors c'est simplifier la gestion technique de la donnée. Alors j'ai mis technique parce que la dimension fonctionnelle de la donnée, elle reste là. C'est quoi un client, c'est quoi un contrat, comment je le stocke, ça reste là. Mais en tout cas, on arrive à des systèmes où on peut imaginer arrêter de transférer de la donnée d'un silo à un autre. Clairement, ça simplifiera l'analyse et l'accès à cette donnée. Je pense que ça facilitera également l'intégration à l'écosystème et à l'existant, à travers à la fois les aspects collecte et capacité à absorber des gros débits en écriture et les capacités de restitution autour de SQL. Et du coup, faciliter encore une fois les migrations, puis il y a les enjeux de compétences derrière. Et à mon sens technique, ce type d'architecture-là sera clairement le socle à tous les nouveaux cas d'usage autour de la donnée, machine to machine, géolocalisation, enfin marketing géolocalisé, et tous ces sujets-là en fait.